je me présente, Jean-François Nivia, je suis éditeur d'Informatic News. Et comme c'est indiqué à l'écran, l'objectif de ce webinaire, tout simplement, c'est de faire le point sur les menaces en matière de cybersécurité, et notamment les menaces internes. Et avant de dévoiler le sujet, je voudrais d'abord présenter notre invité, Régis Alix. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. De la société Quest. Alors j'essaye de passer la slide suivante. Qui nous accompagne aujourd'hui. Régis, vous êtes senior principal solution architecte chez Quest. Donc vous avez évidemment complètement qualifié pour faire le point sur ces problématiques de cybersécurité. Juste un petite problématique de méthode avant de commencer. Ce que je vous propose à nos auditeurs, c'est s'ils ont des questions, évidemment, on les traitera. Mais le plus simple, c'est de nous les envoyer par la boîte de chat que vous avez en bas à droite, normalement, de votre écran, si vous êtes sur un PC ou un Mac. Et on les collectera et on y répondra à la fin dans une session dédiée à la fin de la présentation. Ce sera peut-être plus simple. On vous proposera aussi de manière un petit peu interactive deux petits sondages on peut prendre la température. Mais d'ici quelques slides, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, on va pas vous abreuver de chiffres, hein, c'est pas l'objectif, mais juste de poser un peu le décor et voilà, savoir de quoi on parle. Alors, effectivement, quand on parle de cybersécurité, on parle de menaces, on a souvent, et faut le dire, les médias sont responsables, hein. On a souvent l'image d'un hacker avec la capuche, la fameuse image. Mais la réalité des problématiques de cybersécurité est malheureusement plus prosaïque, hein. Une étude qui a été faite par Accenture et HFS Research en 2016 qui montre que plus de 2/3 des attaques sont des attaques internes. Donc la menace, si on peut employer ce mot, elle est, il ne faut pas l'oublier, avant tout au sein de l'entreprise et de ses co-contracteurs, pour parler en termes américains. Alors si vous avez aussi ce sentiment de problématique de menace interne, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, hein, parce que toujours une étude qui a été proposée par Quest, cette fois-ci, 90% des gens interrogés, enfin des spécialistes interrogés, se sentaient aussi vulnérables aux menaces internes. Alors vous avez la répartition, j'espère que c'est assez clair à l'écran. On va de très vulnérable, 43%, à un petit peu moins vulnérable, 13%. Donc, globalement, la menace interne est quand même bien perçue par les interlocuteurs de cette étude, pardon, les répondants de cette étude. Alors, c'est quoi aujourd'hui les risques en matière matière interne? C'est pas forcément, de la malveillance, hein. C'est évidemment quelque chose auquel on pense systématiquement. Mais la réalité, on en parlera, Régis, hein, c'est que souvent c'est de la négligence ou simplement des comportements d'accidents, hein, des choses bêtes. On a l'habitude de le dire, hein, la problématique c'est souvent entre le clavier et les mains des utilisateurs. J'ai en tête une anecdote que me racontait récemment un RSSI quand il interrogeait ses utilisateurs. L'un d'entre eux disait que lui préférait cliquer en interne puisqu'il avait le sentiment que c'était plus sûr. Quand il avait un lien dont qui lui semblait un peu bizarre, lui il préférait ne pas cliquer chez lui, mais au sein de l'entreprise, parce qu'il savait que l'entreprise était plus sécurisée. Donc ça montre bien quand même que malgré toutes les campagnes sur on ne clique pas sur tel ou tel lien qui paraît bizarre, il y a encore beaucoup de travail. Alors évidemment, tout ça a un coût, hein, c'est problématique de menaces internes. On a quelques stats sous les yeux. Plus d'un quart, entre 100 000 et 500 000 $ quand même. Donc c'est pas, encore une fois, c'est évidemment une problématique de coût assez importante. Et je crois, Régis, que vous avez de votre côté quelques stats complémentaires, hein, sur la question, notamment sur quels sont aujourd'hui le périmètre des attaques. Qu'est-ce qui attaque le plus? Tout à fait. Alors effectivement, les sondages que nous avons menés auprès de différentes entreprises montrent que les systèmes de stockage de données qui sont les plus à même d'être visités entre guillemets par des personnes internes. Alors comme vous le disiez Jean-François,
soit par malveillance, mais ce qui ne représente pas la majorité, la plupart du temps par erreur, par curiosité ou parce qu'ils en ont la possibilité. Hein. Ça arrive très souvent que à la question mais pourquoi vous avez été voir ces données, on nous répond mais parce que je le pouvais. Donc les systèmes de stockage les plus souvent visités sont les bases de données et les serveurs de fichiers comme on peut le voir sur ce slide. Alors, par rapport aux environnements également qui sont les plus sujets en fait à des problématiques dues aux menaces internes, on voit que les endpoints, hein, les points d'accès sont à 33%. Si vous pouviez juste remonter au slide précédent. Les endpoints sont donc à 33%. Ils sont malgré tout à ne pas négliger, puisque évidemment, c'est par le point d'accès, donc le poste de travail ou le device quelconque, que les utilisateurs finaux vont éventuellement faire rentrer différents types de malware ou vont provoquer des soucis qui vont avoir des conséquences potentiellement dramatiques, comme on a pu le voir sur le slide précédent. Je vois aussi l'Active Directory quand même, qui est peut-être aussi quelque chose d'un peu négligé, 30% des risques, c'est important. Tout à fait. L'Active Directory est en fait au cœur de la sécurité de l'entreprise. Et effectivement, c'est un des éléments pour lesquels il faut vraiment faire très attention et mettre en place un très grand nombre de sécurités pour éviter le moindre souci. Donc l'autre stat que vous aviez, c'est les facteurs d'accroissement des risques, hein, qui sont aussi assez intéressants. Tout à fait. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait que les utilisateurs, lorsqu'on leur demande mais pourquoi vous avez été faire ça, c'était pas parce que j'en avais la possibilité, et on se retrouve effectivement en première position avec cette notion du fait que des utilisateurs ont trop de privilèges, trop de permissions, et que c'est effectivement le facteur d'accroissement principal. Alors, les chiffres se suivent, hein, les valeurs ne sont pas extrêmement différentes les unes des autres, mais c'est malgré tout le point principal pour lequel on va se retrouver avec des menaces internes qui passent à exécution, si je peux me permettre le terme. Donc, les utilisateurs ont trop de droits, les administrateurs ont trop de privilèges, et c'est un point vraiment très important. Alors, il y a d'autres éléments, bien entendu, l'accroissement éventuellement du nombre de devices par lesquels on va pouvoir accéder à des données sensibles, qu'on pense éventuellement au BYOD, on pense aux différents modes d'accès. Des choses comme ça. Ouais. Voilà, tout à fait, exactement. Donc, évidemment, ça va accroître en effet les possibilités d'accès et donc les risques. On retrouve en tout dernier, ce qui est, je trouve, un petit peu dommage, hein, parce que le manque de formation, le manque de compréhension des salariés par rapport aux problématiques de cybersécurité me paraît, moi, être un point vraiment très, très important. Puisque, comme le disait Jean-François tout à l'heure, il y a encore beaucoup de travail au niveau de la compréhension des problématiques de cybersécurité, de la formation des salariés. Et l'exemple que Jean-François donnait est excellent. Effectivement, beaucoup de salariés pensent que l'entreprise est ultra sécurisée, qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut dedans et que c'est plus sûr de faire ça dans l'entreprise que chez soi, ce qui est évidemment une erreur monumentale. Mais j'avais lu récemment également une étude, je crois que c'était Orange qui avait conduit cette étude, ou en tout cas qui l'avait publiée, qui disait que 68% des utilisateurs, hein, utilisent des clés USB en entreprise sans aucune protection, sans aucune mesure de sécurité. Donc ils peuvent trouver une clé USB n'importe où à l'extérieur et ils vont pouvoir l'utiliser à 68% en tout cas, sans se méfier le moins du monde de ce que cette clé peut éventuellement faire passer au sein de l'entreprise ou peut représenter comme menace. Donc la formation est très importante. Très bien. Alors, évidemment, hein, quelles sont les solutions? On va y venir, mais peut-être, Régis, je propose de lancer un petit sondage, hein, sur justement nos lecteurs, nos auditeurs. Est-ce qu'ils ont vécu ce genre de problématique? Donc, je vais lancer le sondage, et puis après, on commentera et je vous passerai la main simplement. C'est parti. Très bien. Donc, je laisse à peu près une petite minute à tout le monde pour répondre. Alors pendant que les participants peuvent répondre, je me permets de revenir sur le chiffre de 90% de tout à l'heure, hein, des entreprises qui se sentent vulnérables aux menaces internes. Si vous avez lu attentivement la répartition,
vous avez pu voir qu'on avait inclus dans les 90% les 28% d'entreprises qui avaient choisi de ne pas répondre volontairement en indiquant qu'elles ne pouvaient pas répondre à cette question. On a estimé que si elles ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas répondre à une question sur leur sentiment de vulnérabilité, c'est qu'elles devaient certainement se sentir vulnérables. Donc, on les a incluses dans ces 90% puisque ça paraissait logique. Bon bah écoutez, la minute est passée, hein, Régis, donc je vais reprendre la main. Alors je vous donne juste les résultats, hein, comme ça on pourra commenter en direct. Alors 39% déjà n'ont pas subi, en tout cas, n'ont pas subi d'attaque interne. Après, vous voyez, mais ça reste quand même plus la moitié d'entre eux subit quand même une attaque interne parmi nos lecteurs. Alors 4% activité illicite, donc comme on le disait, hein, c'était visiblement assez marginal. 26% utilisation abusive des privilèges, donc c'est vraiment l'exemple que vous avez cité, hein, Régis. Et puis on avait 35%, oui, erreurs diverses. Donc là, c'est l'accidentel, le problématique de l'utilisateur. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait. Oui, on retrouve tout à fait les chiffres globaux, hein, qui sont, on va dire en majorité, de l'accident, de l'erreur, et puis malgré tout de l'abus de privilèges, et en minorité finalement de l'activité réellement illicite avec une véritable malversation, volonté de nuire ou de prendre de l'information. Alors, je vous repasse la main, Régis, cette fois-ci, pour vous parler des solutions. Hein, comment on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Donc effectivement, il y a différentes actions possibles qui vont permettre de contrer ou en tout cas de limiter les menaces internes. Donc on propose 3 actions possibles, 3 actions qui peuvent paraître évidentes au vu de ce qu'on a pu citer tout à l'heure comme chiffres. La première étant bien tout simplement d'identifier les systèmes et les données sensibles. Donc on en a listé quelques-uns tout à l'heure, donc les bases de données, les systèmes de fichiers, les points d'accès, l'Active Directory. Donc évidemment, on va devoir les identifier au maximum. On va devoir, bien sûr, une fois qu'ils seront identifiés, renforcer leur sécurité. Et évidemment, on va devoir également limiter les accès à privilèges, hein, puisqu'on a dit que une grande partie des participants ont subi des problématiques de menaces internes du fait d'accès à privilèges finalement trop élevés. Donc l'idée va être de trouver des solutions pour limiter ces accès à privilèges. On verra que c'est pas forcément aussi simple que ça en a l'air. Il suffit pas simplement d'enlever des droits aux personnes qui en ont trop. Évidemment, si elles ont ces droits, c'est qu'elles ont partiellement besoin de les avoir, et donc il va falloir bien sûr identifier les droits dont elles ont réellement besoin et ceux dont elles peuvent se passer qu'on va pouvoir leur retirer. Il va ensuite falloir trouver des moyens techniques de leur retirer ces droits en ne laissant que les privilèges nécessaires et suffisants. Enfin, il va falloir également contrôler les utilisateurs et les systèmes. Alors de différentes manières. On verra qu'il y a plusieurs possibilités, vous en connaissez très certainement un grand nombre. Contrôler les utilisateurs, ça peut se faire a posteriori avec des systèmes de surveillance, contrôler les systèmes également avec des solutions de monitoring, mais on verra qu'il y a éventuellement des possibilités proactives de déterminer de potentielles situations de menaces internes, éventuellement dans l'objectif de les contrer avant qu'elles se révèlent réellement menaçantes ou qu'elles se révèlent anticiper. Exactement. Voilà. L'idée étant d'anticiper la menace. La fameuse proactivité, on va dire. Tout à fait. Alors, si on revient sur l'aspect donc de classification des données, il va nous falloir déterminer quel système héberge les données sensibles. Alors le terme sensible est évidemment extrêmement vaste, hein, puisque des données sensibles, ça peut être des données métiers de l'entreprise, ça peut être des données financières, ça peut être des données RH par exemple, des choses comme ça. Aussi. Voilà, tout à fait, de cartes de paiement qui seraient soumises à la catégorisation PCI. Ça peut être tout simplement des données personnelles, soit de nos salariés, soit de nos clients, de nos fournisseurs ou autres, puisque l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai de cette année, va rendre ces données extrêmement sensibles. Je dirais pas plus sensibles que les autres, mais on ça met une pression supplémentaire sur les organisations informatiques. Tout à fait. Il y a une pression qui est très très forte, et on en entend d'ailleurs de plus en plus parler avec les différents scandales récents par rapport aux GAFA qui rencontrent des soucis sur ce point-là. Complètement.
Alors, on va ensuite devoir classifier ces données. Alors, on parle ici de niveau de classification également relativement large. On peut bien entendu avoir des niveaux de classification intermédiaires, mais il va falloir déterminer si les données sont à accès restreint, comme par exemple justement les données personnelles soumises à la catégorisation RGPD, données personnelles qui ne doivent être mises à disposition que des personnes dans l'entreprise qui ont réellement besoin d'y accéder. Elles ne doivent en aucun cas être disponibles librement aux salariés de l'entreprise. Vous avez ensuite les données privées donc, qui sont purement internes à l'entreprise, mais sans avoir forcément de restrictions d'accès. Et puis ensuite les données publiques qui vont pouvoir être publiées à l'extérieur. Alors, je sais que certains organismes publics, justement, peuvent rencontrer certains soucis entre la catégorisation privée et publique, puisque vous avez la notion d'open data qui les oblige à publier une partie importante de leurs informations. Mais vous avez également la RGPD et d'autres normes de sécurité qui tout simplement leur demandent de conserver privé un certain nombre de données. Donc la différenciation entre les données publiques soumises à l'open data et des données privées sont parfois un petit peu complexes et nécessitent une analyse importante de ces données. Alors, évidemment, vous avez ensuite différents types d'impact potentiel d'une compromission des données. Quel est le risque finalement si des données sont volées, détruites, corrompues? Tout dépend évidemment du type de données. Est-ce qu'on risque de perdre de l'image et est-ce qu'on risque des amendes dans le cadre de la RGPD puisqu'on a perdu des données personnelles, donc elles ont été potentiellement volées, elles ont été mises à disposition, voilà, elles ont été mises à disposition de tiers qui n'auraient pas dû avoir une visibilité sur ces données. Donc là, on risque évidemment la perte d'image, hein, puisque je reparle des scandales rapidement, sans pour autant citer, vous les voyez tous actuellement hein, dans les différents médias. Donc certains GAFA sont actuellement mis à mal. Mark Zuckerberg a passé une mauvaise soirée. Voilà, visiblement, le gouvernement américain s'intéresse beaucoup à cette problématique-là et il ne doit pas dormir très bien. Vous avez bien entendu d'autres risques que sont tout simplement le risque financier. On en a parlé tout au début. Le risque financier peut être direct. Vous avez des données métiers, vous avez des données qui correspondent à votre propriété intellectuelle. Et évidemment, si ces données sont ne serait-ce que détruites, pas forcément volées, mais ne serait-ce que corrompues ou détruites, et que vous n'y avez plus accès, eh bien, ça peut représenter une perte financière directe par perte de propriété intellectuelle, perte de visibilité sur des contrats, impossibilité de servir les clients ou d'honorer des commandes. Évidemment, c'est une perte directe. Alors, on va devoir également, bien entendu, déterminer quels sont les accès à ces données. Il ne suffit pas de les catégoriser et de déterminer le risque qu'elles représentent en cas de perte ou de mise à disponibilité à l'extérieur. Mais il faut bien sûr déterminer qui est capable de lire, d'écrire, qui a des droits d'administration sur ces données. Cette détermination doit d'ailleurs se faire de deux manières. Il va falloir déterminer qui doit avoir accès à ces données, c'est-à-dire qui dans les différents processus de traitement doit réellement pouvoir les gérer, les lire, voire éventuellement les supprimer si nécessaire. Et ensuite, on va déterminer qui a réellement des accès, la différence entre les deux étant bien entendu la correction qu'il va falloir réaliser et la remédiation qu'il va falloir mettre en place. Voilà, deuxième sondage. Sur justement, avant de réfléchir aux solutions à mettre en place, il y a une phase d'audit qui est évidemment importante parce que les solutions, elles ne peuvent se baser que sur une analyse très précise de la situation. Et c'est peut-être finalement une phase qui est peut-être un peu qu'on met un peu sous le boisseau parce qu'elle n'est pas forcément très très passionnante peut-être, non ? Peut-être un peu compliquée. Elle est assez complexe, effectivement. D'ailleurs, dans le cadre de la mise en conformité RGPD, il y a un énorme travail de catégorisation des flux de données, hein, c'est-à-dire savoir finalement pourquoi une donnée rentre dans l'entreprise, comment est-ce qu'elle y rentre, combien de temps est-ce qu'elle doit y rester, quels sont les traitements qui vont lui être assignés, quelles sont les personnes qui vont réaliser ces traitements. Tout ce travail-là est très peu IT finalement, hein, c'est essentiellement de l'analyse de processus métier, tout à fait. Et effectivement, ça peut être un très très gros travail pour des entreprises qui ont de nombreux flux de données, ça peut être un travail extrêmement conséquent.
avec une documentation qui va être bien sûr très importante et qu'il va falloir remettre à jour régulièrement pour pouvoir tout simplement faire vivre ces informations et suivre bien, les différents flux de données qui existent dans l'entreprise pour pouvoir bien sûr les sécuriser au maximum. Alors je vais reprendre la main sur le Oui. sondage, je vais l'arrêter. Et je vous donne comment dirais-je, les résultats, parce que je n'ai pas forcément accès. Alors, finalement, ça se présente de manière assez équilibrée. Un tiers des répondants ont mis en place une solution de gestion des journaux d'événements, ce qui paraît évidemment pas surprenant quand même. 38%, là par contre le chiffre me surprend un peu plus, d'analyse comportementale des utilisateurs. Hein, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans quelques minutes. Bien sûr. Et puis 20%, enfin 19% précisément un SIEM. Bon, évidemment, c'est pas non plus inintéressant dans ce genre de stratégie. Tout à fait. Alors effectivement, le nombre de personnes qui ont mis en place un système d'analyse comportementale est effectivement important. C'est assez surprenant d'avoir autant d'entreprises qui sont allées finalement relativement loin dans finalement l'anticipation des menaces internes. Quelque part d'ailleurs, si ces personnes participent à ce webcast, c'est que je suppose ils sont très introduits dans ce milieu et sont sensibles à ces problématiques, ce qui est une très bonne chose. Justement, cette problématique de reporting, qui est évidemment voilà, tout importante. à fait. Donc on va rentrer maintenant dans une problématique un peu plus technique, tout simplement. Hein. C'est qu'à un moment donné, on a parlé tout à l'heure de catégoriser et de trouver les permissions qui existent réellement sur les données. Et pour trouver les permissions qui existent réellement sur les données, on a vu d'ailleurs que les données peuvent être stockées sur différents environnements, que ce soit des systèmes de fichiers sur différents supports, que ce soit des bases de données par exemple, que tout ceci soit on-premise ou dans le cloud. Eh bien, ça nécessite un très gros travail. Ne serait-ce que parce que les permissions elles-mêmes se gèrent de manière assez complexe, avec des notions de permissions indirectes, de permissions directes, de permissions gérées par des imbrications de groupes, ce qui peut être relativement complexe. Et donc, une des solutions Quest qui va permettre de résoudre cette problématique-là s'appelle Entreprise Reporter. Et cette Entreprise Reporter a pour vocation de collecter les informations sur les différents systèmes qui ont un intérêt dans la protection des données, donc que ce soit les permissions sur les systèmes de stockage, donc on voit ici les NAS, les serveurs de fichiers, les bases de données SQL Server, tout ce qui concerne le stockage cloud, donc notamment OneDrive for Business par exemple. Et on va également collecter des informations sur l'Active Directory et sa version cloud, donc l'Azure Active Directory, de façon en fait à être capable de réaliser une cartographie, c'est ce que cet outil va réaliser, une cartographie des permissions pour pouvoir à tout moment dire qui a réellement accès à des données stockées sur des systèmes de fichiers, des bases de données ou dans le cloud. Et on va également être capable donc de faire l'inverse, de dire à partir d'une personne ou d'un groupe Active Directory, de dire où est-ce qu'il a des accès sur l'ensemble de mes données. Donc l'idée étant vraiment d'être capable de catégoriser ces permissions et éventuellement de pouvoir aussi se préparer à d'éventuelles reconfigurations tout simplement des permissions elles-mêmes parce que les données peuvent être déplacées d'un système à l'autre. Si on pense à une migration vers le cloud par exemple, évidemment les données vont être déplacées, donc il y a un intérêt à pouvoir suivre cette reconfiguration, mais aussi tout simplement dans le cadre de reconfiguration Active Directory par exemple. Une fusion de deux Active Directory dans l'objectif éventuel d'une migration vers le cloud, puisqu'évidemment la migration vers le cloud se fait de manière plus souple si on a un nombre d'Active Directory relativement restreint, si possible un seul. Et donc, l'idée de pouvoir avoir toutes les informations sur l'annuaire lui-même, de pouvoir suivre l'évolution de cet annuaire et d'avoir un reporting qui puisse être manuel à la demande, mais qui puisse être aussi automatiquement généré, donc de manière planifiée, de façon à recevoir systématiquement les informations dont on a besoin sans avoir besoin d'aller les chercher, eh bien, ce sont les points auxquels le reporter va être capable de répondre. Il est aussi capable d'ailleurs de collecter des informations sur le type de données qui sont stockées et il va être capable d'analyser d'un point de vue statistique ou détaillé les types de données qui sont hébergées sur les différents supports
Donc, soit des données multimédia, des données bureautiques ou autres. Et donc, il va être aussi capable, éventuellement, de générer des rapports d'information qui vont permettre de détecter des éventuelles duplications de fichiers sur différents serveurs. Il va également être capable de faire un suivi d'évolution du stockage et de vous permettre tout simplement, là cette fois d'un point de vue opérationnel, en complément de ses capacités en termes de sécurité, eh bien d'évaluer les éventuelles modifications à réaliser sur les systèmes de stockage pour suivre l'évolution des données. On est sur du data management en fait là. Un peu. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, le deuxième point dont on a parlé tout à l'heure, c'était de limiter les accès à privilèges de façon à éviter l'utilisation massive des privilèges par les administrateurs ou des permissions trop importantes des utilisateurs finaux. Alors, la problématique des administrateurs, elle est assez complexe parce que souvent, lorsque on a besoin qu'un administrateur puisse effectuer des opérations de maintenance, que ce soit sur l'Active Directory ou sur les différents serveurs ou applications, on va lui donner un droit d'administration globale. Donc, s'il a besoin de travailler sur l'Active Directory, très souvent, les permissions déléguées d'Active Directory sont un petit peu complexes à gérer. Donc, on va lui donner un droit global d'administration du domaine. Et très souvent, ce droit d'administration va rester. Alors là, c'est encore dans le meilleur des cas, c'est quand on donne à un compte spécifique assigné à un utilisateur des droits d'administration. Dans le pire des cas, on utilise le compte natif d'administration, donc pour lequel en plus on ne saura même pas qui l'a utilisé puisqu'il n'est pas nominatif. Et donc, évidemment, on va se mettre dans le cas où on a un risque important d'utilisation massive des privilèges. Alors, vous avez également les notions de droits des utilisateurs. Est-ce qu'il y a un risque que des utilisateurs aient trop de droits? Évidemment, puisque lorsqu'on met un compte utilisateur dans un groupe, en cas d'erreur ou tout simplement au cas où ce groupe lui-même soit imbriqué dans d'autres groupes, alors évidemment en utilisant pourquoi pas les différents modèles AGDLP ou AGUDLP, ces modèles-là sont tout simplement les modèles groupe global de domaine local et personne, hein, tout simplement, c'est les différents modèles Microsoft pour lesquels Microsoft propose les best practices. Donc global dans local, global dans universel, ou global dans domaine, etc. Donc vous avez les différents modèles qui sont disponibles. Mais évidemment, si vous mettez un utilisateur dans un groupe et que ce groupe est lui-même imbriqué dans d'autres groupes, vous lui donnez potentiellement beaucoup plus de droits que ce que vous pensez. Donc il va également falloir avoir de l'information, voire éventuellement pouvoir gérer automatiquement ces notions d'autorisation utilisateur. De même d'ailleurs que les notions d'accès de contrôle dynamique, eh bien, sont des choses qu'il va falloir aussi, pourquoi pas, envisager, mais avec une vision la plus simplifiée possible pour éviter que la mise en place de ces différents systèmes ou tout simplement que le respect des best practices eh bien, augmente les problématiques de privilèges. Alors, Quest propose une solution pour cela, cette solution qui s'appelle Active Roles. Active Roles propose un certain nombre de possibilités, notamment, comme son nom l'indique, elle propose de gérer une notion de délégation d'administration sur l'Active Directory, l'Azure Active Directory et les différents systèmes Microsoft. Eh bien, elle propose une délégation par une notion de rôle. Donc, on va pouvoir, avec Active Roles, créer des rôles qui peuvent être, pourquoi pas, des rôles métiers, et on va déléguer à différentes personnes ou groupes eh bien, ces rôles de façon à donner uniquement les droits nécessaires et suffisants sur l'Active Directory ou les applications par rapport à ces notions de rôle. On va ensuite ajouter des notions de groupes dynamiques. Active Roles est capable de gérer les groupes dynamiques, tout comme d'ailleurs Exchange par un temps était capable de réaliser ce genre de choses et pouvait remplir automatiquement des listes de distribution. Ici, le principe elle-même, c'est qu'on va pouvoir remplir automatiquement des groupes de sécurité en fonction de critères spécifiques. Donc, si un utilisateur a certaines caractéristiques, il va automatiquement être ajouté dans un groupe. Si on lui retire cette caractéristique, instantanément, il va sortir du groupe et chaque groupe pourra être géré ainsi avec une notion de requêtage finalement, où on va indiquer au groupe qu'il contient des objets utilisateurs ou d'autres objets groupes en fonction de caractéristiques spécifiques. On va également avec Active Roles pouvoir gérer des notions de workflow d'approbation.
Donc, en complément des notions de délégation par rôle qu'on a pu voir initialement, on va rajouter avec cet outillage une fonctionnalité d'approbation par workflow. Donc, Où en fait, du coup, plus orienté métier, en fait, c'est ça un peu l'idée. c'est ça, ça va permettre en fait à des personnes qui ont finalement peu de compétences techniques de réaliser des opérations directement dans l'Active Directory, d'ailleurs au travers d'interfaces web fournies avec l'outil. Donc l'outil dispose d'interfaces MMC et web, et ces interfaces web sont personnalisables, donc on peut les simplifier à l'extrême pour permettre à des personnes métiers de réaliser des opérations dans l'AD. Une assistante administrative, par exemple, va pouvoir faire des saisies de numéros de téléphone, d'adresse ou de département, de site géographique ou de quoi que ce soit directement dans l'AD au travers de ces interfaces. Cependant, en plus des délégations qu'on va pouvoir mettre en place dans l'outil, donc imaginons qu'on donne des droits sur des groupes et qu'on autorise certaines personnes à modifier les contenus de groupe, on peut estimer que certains de ces groupes, même si on les autorise à les modifier, si jamais ils rajoutent quelqu'un dedans, s'il retire quelqu'un des groupes, c'est pas un souci, mais s'il rajoute quelqu'un dedans, à ce moment-là, on va demander à ce que l'opération soit soumise à une approbation. Donc évidemment, dans cette situation-là, bien la personne, lorsqu'elle effectue l'opération d'ajout d'un membre dans un de ces groupes sensibles, eh bien, va déclencher un envoi de notification à l'approbateur ou aux différents approbateurs. Ces derniers vont devoir tout simplement donner leur accord ou pas en fonction de la situation. Et si l'accord est donné, l'opération sera réalisée de manière complètement transparente et la personne qui a initié cette demande recevra une notification comme quoi l'opération a été approuvée et effectuée. Par contre, en cas de refus, eh bien, elle recevra une notification avec d'éventuels commentaires des approbateurs indiquant que l'opération n'a pas pu être effectuée pour X raisons, qu'il va falloir modifier sa demande pour pouvoir réaliser cette opération. On va également, avec ActiveRoles, gérer des notions de groupe temporaire. Alors, l'appartenance au groupe temporaire, c'est une notion qui arrive avec l'Active Directory 2016 en version complète 2016. Par contre, c'est une notion qui n'existe absolument pas sur les anciennes versions d'Active Directory et qu'on va gérer encore de manière bien plus souple avec ActiveRoles. ActiveRoles va permettre de rajouter un utilisateur dans un groupe, donc de lui donner des accès, mais à partir d'une date donnée et avec un retrait automatisé à une date future. Donc on peut indiquer, lorsqu'on ajoute un membre dans un groupe, quand est-ce qu'il va rentrer dans le groupe réellement et quand est-ce qu'il en sortira automatiquement. Donc on n'a plus à se préoccuper lorsqu'on donne des accès à un utilisateur à quoi que ce soit, application, données, peu importe, eh bien on n'a plus à se préoccuper du retrait de ces autorisations. Ça pourra se faire de manière complètement automatisée. On peut bien sûr envisager également des notions de workflow de confirmation ou de recertification où on va notifier le manager, par exemple, ou le propriétaire de l'application ou des données concernées, que très prochainement, un utilisateur va se voir retirer ses accès. Est-ce que ce retrait doit réellement avoir lieu ou est-ce qu'on prolonge sa date d'accès? Donc, on peut également, bien sûr, ajouter ces fonctionnalités-là dans ActiveRoles. Voilà, si vous avez d'autres questions sur les capacités de cet outillage, on pourra bien sûr y répondre dans les questions-réponses. Et on pourra bien sûr se faire un plaisir également d'en parler plus en détail si vous le souhaitez. Alors, on va également parler d'une notion de modification ou de protection des objets contre les accès à privilèges trop importants. On propose une solution qui s'appelle Change Auditor. Cette solution, comme son nom l'indique, est bien capable d'auditer les changements. Donc elle va tracer les modifications, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais elle va aussi permettre d'empêcher certaines opérations. On peut très bien empêcher les modifications, les suppressions, les déplacements, n'importe quel changement sur des objets Active Directory, les accès à des boîtes aux lettres Exchange partagées, à des données de type fichier, partage, répertoire. Et on va pouvoir empêcher certaines actions, y compris de personnes qui auraient nativement les droits d'effectuer ces opérations au niveau de l'AD, d'Exchange ou encore des serveurs de fichiers. Donc je peux très bien indiquer par exemple qu'un administrateur local de serveur n'a pas le droit de supprimer des données dans un partage particulier. Donc même si nativement il pourrait se donner les droits, il pourrait effectuer cette opération, ici on peut très bien l'empêcher d'effectuer cette opération par l'intermédiaire de cette solution Change Auditor et de sa fonctionnalité de protection des objets. On peut empêcher également des modifications. Par exemple, on peut empêcher quelqu'un qui a accès à une boîte aux lettres partagée de supprimer des objets dans cette boîte aux lettres. Donc, il peut lire ce qui s'y trouve, il peut effectuer diverses opérations, mais par exemple, pas supprimer des objets
des messages par exemple ou des rendez-vous dans cette boîte aux lettres. Donc l'idée ici étant de limiter les accès des comptes à privilèges ou de limiter les accès des utilisateurs qui auraient des permissions trop importantes sur des données sensibles ou sur des environnements spécifiquement sensibles également. Donc par exemple la gestion des groupes dans Active Directory, on peut très bien empêcher des personnes qui nativement pourraient modifier des groupes, et puis on peut les empêcher avec Change Editor de changer ces groupes, de rajouter quelqu'un dedans ou tout simplement de modifier n'importe quelle valeur à l'intérieur des attributs de ces groupes. Donc là, on gagne en granularité, en fait, si je comprends bien. Tout à fait. On gagne en granularité et on va vraiment avoir une réelle protection qui va permettre en fait de se prémunir contre d'éventuels abus de privilèges, toujours en imaginant que ça puisse être une mauvaise manipulation, Oui. une erreur ou éventuellement une malversation, mais on a vu que ce n'était pas la majorité des cas. Mais en tout cas, on va pouvoir se prémunir contre de mauvaises actions de la part de personnes qui auraient des droits d'administration complets, donc qui pourraient logiquement faire énormément d'opérations. Donc là, on est dans le proactif. Maintenant, on va surveiller les utilisateurs, c'est ça? Tout à fait. Il va quand même falloir malgré tout les surveiller, ces utilisateurs. Alors la problématique de surveillance des utilisateurs, c'est qu'on va souvent utiliser les logs natifs des différents systèmes et applications. Ouais. Et ces logs natifs eh bien, ont un certain nombre d'inconvénients. Déjà, ils sont de type différent. On peut avoir des logs de type Event Log Microsoft, on peut avoir des logs de type fichier log, on peut avoir des logs de type syslog en environnement hétérogène. Bien entendu, chacun de ces logs va être localisé sur les serveurs qui sont concernés par les applications ou les systèmes. Ça représente en général une très grande quantité de données, un très grand nombre d'événements composés majoritairement d'événements inutiles. Étant donné que lorsqu'on active des logs sur un système ou une application, le niveau de log qu'on active est en général assez peu granulaire, donc c'est pas du tout ou rien, mais on est quand même sur de la granularité assez faible, et donc on va avoir énormément de bruit de fond. On va avoir énormément de logs qui ne servent à rien et qui vont simplement saturer les systèmes de traitement. De plus, les logs natifs, alors en plus d'être verbeux, peuvent parfois être trompeurs. Donc ils peuvent inclure des informations qui vont orienter dans une direction d'éventuelles recherches ou d'éventuelles alertes de sécurité, en indiquant des informations, par exemple, d'erreurs de connexion qui ne sont pas réelles ou qui sont des erreurs uniquement unitaires. Hein. Donc un utilisateur se trompe à un moment donné dans un mot de passe, ça peut générer énormément de logs sur un système Active Directory par exemple, alors que voilà, c'est juste une personne qui s'est trompée une fois dans son mot de passe. Pas vraiment nécessaire de déclencher des alertes pour ce genre de choses. Qui peuvent être trompeurs verbeux incomplets. On peut manquer d'informations dans les logs natifs. Il est par exemple assez difficile de savoir d'où provient un événement, c'est-à-dire depuis quel système ou depuis quelle station de travail on a généré un événement dans les logs natifs. Il va falloir corréler ces logs, hein, puisque la plupart du temps, les informations de ces logs sont réparties dans différents événements. Et donc, ça va générer énormément de travail et nécessiter de l'outillage pour pouvoir traiter tout ceci. Alors, Quest propose une solution pour gérer ces différents types de logs. Cette solution s'appelle Intrust et va permettre de centraliser, de collecter des logs de différents environnements, notamment les logs en environnement Microsoft, donc les fameux event logs. Il va permettre également de collecter les logs au format fichier standard. Alors quand je parle d'event log, on parle bien sûr d'event log standard Microsoft, mais aussi de n'importe quel event log généré par n'importe quelle application qui utiliserait ce format-là pour gérer ses propres logs. On va également être capable de collecter des fichiers logs générés par des applications, donc l'outil est capable de comprendre, en tout cas on va lui expliquer le contenu de ces fichiers logs qui seront évidemment à chaque fois différents suivant les différentes applications concernées. Il va être capable également de collecter des informations de type syslog, donc d'environnement hétérogène. Donc on sort évidemment de l'environnement purement Microsoft et on va être capable de collecter des logs d'environnement Unix, Linux ou de tout device compatible syslog.
Donc, lorsque je parlais d'application tout à l'heure, évidemment, on cite les bases de données, que ce soit SQL, Oracle, n'importe quelle application finalement capable de générer des logs pourra être prise en charge par Intrust. L'idée d'Intrust est donc de centraliser ces informations. Il va être capable de protéger ces logs, puisqu'on peut activer des niveaux de sécurité importants dans Intrust, et on peut lui demander, par exemple, notamment pour les event logs Microsoft, mais aussi pour les syslogs, de cacher les événements, c'est-à-dire qu'il est capable d'intercepter la génération des événements, d'en faire une copie cachée instantanée au moment où l'événement est généré dans le journal, de façon à ce que si quelqu'un qui a des droits d'administration, par exemple, purge un event log, ça ne pose aucun souci puisque Intrust en a une copie cachée. Il va être capable de chiffrer ces logs, il va être capable de les compresser et de les envoyer donc vers un système de stockage central. Ce système de stockage central est également fortement compressé, ce qui va permettre évidemment une conservation plus longue des logs, puisque la problématique des logs, qui représente, comme on l'a dit, un très gros volume de données, eh bien, c'est de pouvoir les stocker suffisamment longtemps pour pouvoir à la fois les analyser, mais évidemment également revenir en arrière, ressortir, voilà, tout à fait, ressortir ces logs le moment venu pour prouver ou comprendre, investiguer, voilà, comprendre ce qui s'est passé sur une opération particulière. Et Intrust va être également capable, alors quand je parlais de système de stockage donc compressé, il va pouvoir utiliser du système de fichiers de stockage classique. Il est aussi capable de stocker ses logs sur des systèmes non réinscriptibles. Donc dans le cas où on se retrouve avec des contraintes de sécurité extrêmement importantes, des contraintes réglementaires notamment, pour lesquelles on nous demande de garantir la sécurité des logs depuis leur génération sur les serveurs applicatifs jusqu'à leur fin de stockage légal, qui peut durer parfois jusqu'à 5 ou 7 ans pour certaines normes de sécurité, notamment dans le monde financier. D'accord. Je ne parle même pas d'ailleurs du monde médical et de ce type de contraintes-là. Donc Intrust va aussi être capable, en plus de centraliser ces logs, il va bien sûr permettre de les rechercher, il va permettre aussi de générer des alertes en temps réel en fonction de l'apparition de ces logs de manière unitaire, multiple. Donc la même opération est réalisée un certain nombre de fois dans un laps de temps donné, ou encore corrélée. Un ensemble, une suite d'événements apparaît sur l'environnement et dans le cas où cette suite apparaît, on va pouvoir déclencher des alertes en temps réel ou éventuellement des réponses, donc des actions réactives en temps réel également, qui peuvent être déclenchées éventuellement directement sur les serveurs d'application. On n'a même pas besoin de contacter le serveur central Intrust. Ça peut être directement les agents de collecte qui vont déclencher ces actions. Et ces actions peuvent être de n'importe quel type. Donc, il y en a un certain nombre qui sont prédéfinis dans la solution, mais on peut évidemment déclencher ses propres commandes d'applications extérieures, ses propres scripts dans des formats classiques type PowerShell ou VBS par exemple. Et donc, on va pouvoir effectuer n'importe quoi. L'exemple le plus fréquent qu'on utilise, c'est de dire, voilà, si vous avez par exemple un compte utilisateur qui est en train de renommer massivement donc des fichiers sur un serveur de fichiers et que vous vous apercevez qu'il a renommé plus de 50 fichiers en moins de 20 secondes, c'est peut-être que vous avez un crypto-malware qui est en train de chiffrer vos données. Il peut être intéressant que l'action réactive soit de mettre un refus d'accès, donc un access denied au niveau du partage, utiliser le partage racine utilisé par ce compte pour accéder aux données, de tuer la session, donc de faire un kill de la session de ce compte-là, et quand le compte va tenter évidemment de se connecter au partage, l'accès refusé va l'en empêcher. Et donc, bien sûr, on va aussi désactiver le compte, prévenir les correspondants de sécurité et effectuer autant d'opérations que nécessaire pour empêcher ce crypto-malware d'aller plus loin. Donc, c'est une possibilité parmi d'autres de réaction par rapport à des situations sensibles. Alors, on va reparler un petit peu de Change Auditor également. Donc là, on a parlé d'Intrust qui est capable de collecter des logs natifs, mais tout à l'heure, dans un des slides précédents, j'ai indiqué que les logs natifs sont souvent verbeux, finalement. Voilà, tout à fait. Pas forcément très intéressant, qui pourrait être intéressant, pourquoi pas, de les remplacer par des logs plus adaptés, moins verbeux, plus concis et plus complets. C'est justement ce que fait Change Auditor.
Change Auditor, sur un certain nombre d'applications et d'environnements du catalogue Microsoft, alors on les voit ici notamment Active Directory, Azure AD, Exchange, SharePoint, les différents serveurs de fichiers, que ce soit Microsoft ou les NAS compatibles CIFS, SQL Server et autres, eh bien Change Auditor va remplacer la traçabilité native de ces solutions par sa propre traçabilité. Donc, il va générer ses propres logs qu'il va centraliser. Il peut bien sûr être couplé avec Intrust de façon à ce qu'Intrust récupère en plus de la traçabilité native les logs de Change Auditor. Et donc, il va être capable lui aussi de présenter des tableaux de bord, des rapports d'activité, que ce soit des rapports d'activité des administrateurs par rapport à n'importe quel changement réalisé sur les environnements on-premise ou cloud, mais aussi des activités utilisateurs, les connexions par exemple des utilisateurs ou leurs activités sur les serveurs de fichiers ou sur les boîtes aux lettres Exchange. Et il va également être capable de déclencher des alertes en temps réel, voire éventuellement de déclencher des alertes réactives gérées par Intrust, puisque bien sûr les deux outils vont pouvoir se coupler. Donc on va aller bien au-delà de ce que les logs natifs peuvent faire. On va être beaucoup plus concis, on va être capable de répondre à la question qui a effectué quelle opération, sur quel serveur, sur quel objet, quelle a été cette opération détaillée, quel était l'état de l'objet concerné avant l'opération et quel est l'état après l'opération. On va être capable également de dire depuis quelle station de travail ou quel serveur l'opération a été initiée, quel jour, à quelle heure, quel compte a été utilisé. On a même la possibilité éventuellement avec Change Auditor de faire des retours arrière sur certaines modifications. Donc vous modifiez par exemple un objet Active Directory, vous pouvez demander à Change Auditor de faire un retour arrière sur cette modification sans avoir besoin d'ouvrir d'autres solutions, d'autres outillages donc pour corriger cette problématique-là. On a parlé de la possibilité de protection des objets de Change Auditor, donc pour revenir quelques secondes dessus, donc Change Auditor est aussi capable d'empêcher les modifications donc, ou les suppressions ou n'importe quel changement sur des objets de ces différents environnements. Le principe de Change Auditor est tel qu'il est capable de tracer n'importe quelle modification, quel que soit l'outil qui a été réalisé pour les effectuer. Donc que ce soit des outils d'administration Microsoft fournis avec les solutions, que ce soit des outils du marché, que ce soit des outils de n'importe quel éditeur, que ce soit des outils de type scripté, PowerShell par exemple, peu importe, on sera capable de tracer cette activité, on sera capable de générer des rapports dessus, des alertes, voire éventuellement de bloquer les modifications. Très bien. Alors, comme on a pu le voir, ça représente pas mal d'outils différents. Tout à fait. Il y a un certain nombre d'outils qui va gérer un certain nombre de problématiques. Donc, Reporter pour savoir qui a le droit de faire quoi, Change Auditor et Intrust pour savoir qui a fait quoi. Alors, évidemment, il pourrait être intéressant d'avoir une seule console pour pouvoir chercher justement cette information de qui peut faire quoi et qui a réellement fait quoi sur les données ou les applications. C'est ce que permet de faire le moteur de recherche qui s'appelle IT Security Search, donc qui est un moteur de recherche Quest, qui est tout simplement une interface permettant d'effectuer des recherches au travers des différents outils, que ce soit Entreprise Reporter, Change Auditor, Intrust, Active Role Server, donc Active Roles, pardon, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a également un autre outil dont on n'a pas parlé pour le moment qui s'appelle Recovery Manager, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui permet de faire de la restauration granulaire de l'Active Directory ou de l'Azure Active Directory. L'idée de ce moteur de recherche, c'est d'être capable de chercher soit une action particulière, soit un compte spécifique, soit un objet spécifique, que ce soit un objet Active Directory, un fichier, un partage, un répertoire, peu importe. Et l'idée, c'est que l'ensemble des outils vont répondre à cette requête de l'IT Security Search pour indiquer si on recherche un compte, tout ce que ce compte a fait, ou encore toutes les caractéristiques de ce compte, ou encore tous les droits qu'il peut avoir. Si on recherche un fichier, par exemple, on va nous dire tout ce qui s'est passé dessus, ou tous les droits qui peuvent exister dessus en termes de droits effectifs, c'est-à-dire quels comptes sont susceptibles d'accéder à ce fichier, avec quelle permission. Intrust va indiquer des informations également sur tout ce qui peut avoir été réalisé en dehors des applications standards Microsoft. Et Active Roles va indiquer également tout ce que les utilisateurs ont pu réaliser, utilisateurs ou administrateurs, par son intermédiaire,
puisqu'il se comporte comme une sorte de passerelle d'administration, donc il va communiquer avec les autres outils pour indiquer quels utilisateurs étaient derrière les requêtes que lui a pu gérer. On va pouvoir aussi, avec l'IT Security Search, faire des recherches plus complexes. Je veux chercher toutes les activités de cet utilisateur sur ce partage à telle date, depuis telle station de travail. On peut filtrer, bien entendu, avec un requêtage qui va être extrêmement simple en termes de langage, puisqu'on va utiliser les mots-clés qui, quand, quoi, où, depuis où. En anglais, évidemment, ce sera pas tout de suite en français, mais enfin bon, ça reste relativement simple, hein, who, what, when. Et on va pouvoir indiquer tout simplement les noms des objets et lier ces différentes requêtes avec des opérateurs et où. C'est vraiment extrêmement simple. On va pouvoir s'appuyer donc sur une indexation réalisée par l'IT Security Search qui va donner des recherches extrêmement rapides et qui va permettre justement de filtrer le bruit de fond dont on a parlé tout à l'heure et d'avoir accès directement, uniquement aux informations dont on a besoin, sans avoir besoin tout simplement de faire défiler des milliers de logs donc pour traiter toutes ces informations. L'IT Security Search ressemble à ça. C'est vraiment un moteur de recherche, hein, c'est du Google-like, si je peux me permettre l'expression. C'est simplement une barre de recherche dans laquelle on va saisir ces informations avec simplement une petite case qui permet de déterminer la période sur laquelle on va faire la recherche, donc avec un petit agenda spécifiquement affiché au moment où on clique dessus, qui est plus simple que de gérer ça en requête texte. Mais sinon, c'est vraiment très simple à utiliser. Les résultats de l'IT Security Search donnent ce genre de choses, hein, donc c'est... Pour ceux qui connaissent la technologie Elasticsearch, vous allez retrouver quelque chose qui ressemble, hein, puisqu'on s'appuie sur un moteur d'indexation Elasticsearch. Et donc, on va récupérer les informations de qui a pu faire quoi, quelles sont les caractéristiques des comptes concernés, quelles sont leurs autorisations directes, indirectes, etc., etc. Alors, on a parlé tout à l'heure d'analyse comportementale des utilisateurs. Il se trouve que Change Auditor va disposer très bientôt, dans les semaines à venir, d'un nouveau module. Ce module s'appelle Threat Detection et ce module va faire de l'analyse comportementale des utilisateurs. L'idée étant que Change Auditor va transférer les logs qu'il génère sur l'Active Directory, sur la connexion des utilisateurs et ensuite sur l'activité sur les serveurs de fichiers à ce module. Ce module va ensuite réaliser une modélisation de l'activité des utilisateurs. Donc il va récupérer l'ensemble des traces, réaliser un modèle de l'activité. Ce modèle va pouvoir durer jusqu'à plus d'un mois, hein, pendant lequel on va analyser l'activité entre guillemets normale des utilisateurs et on va ensuite détecter parmi plus de 200 événements de sécurité ceux qui sortent de la modélisation, c'est-à-dire ceux qui sont anormaux ou qui sont non habituels. On va ensuite leur assigner des niveaux de risque, on va les corréler et on va, si le niveau de risque et la corrélation donnent un résultat de risque suffisant, de déclencher des alertes en temps réel. Alors, évidemment, on ne va pas déclencher des alertes sur un seul type d'événement. Donc, si je prends un exemple de modélisation, un utilisateur se connecte habituellement, on l'a mesuré de 9h à 18h. C'est pas parce qu'un jour il se connecte à 22h qu'on va déclencher des alertes, parce que certes c'est inhabituel, mais jusque-là c'est pas quelque chose de forcément extrêmement risqué. Par contre, si cet utilisateur se connecte sur une machine qui n'est pas dans la plage d'adresse IP habituelle, donc il se connecte au travers d'un VPN par exemple, si cet utilisateur n'accède pas au serveur de fichiers auquel il a l'habitude d'accéder parce que ses données sont sur un partage sur ce serveur-là, mais il accède à autre chose, des données qui sont des données financières, par exemple, ou qui ont été catégorisées comme sensibles. Voilà, dès lors, là, on est sur un niveau de risque suffisant pour qu'une alerte soit déclenchée parce qu'on est vraiment dans une situation anormale. Et le Threat Detection va permettre, par l'intermédiaire de cette analyse, de détecter des situations suffisamment risquées pour vous alerter, mais en même temps, on va éviter de vous polluer avec des faux positifs, puisque le gros problème de l'analyse de l'activité utilisateur, c'est que si vous déclenchez une alerte dès qu'on sort des habitudes des utilisateurs, évidemment, ça génère énormément d'alertes, et trop d'alertes font qu'à un moment donné, on cesse de s'en préoccuper
bien sûr. Voilà, et on passe à côté, on va bien avoir l'alerte qui correspond à une vraie problématique qui sera noyée dans une masse d'autres, et on va passer à côté. Donc l'idée ici est bien de ne récupérer que des situations réellement sensibles pour lesquelles on est certain qu'il y a une nécessité d'investiguer. Ça ne veut pas dire que chaque alerte va donner lieu à une véritable menace, ce n'est pas forcément systématiquement le cas, mais en tout cas on est dans des situations suffisamment inhabituelles pour vérifier, et on va pouvoir aider ensuite l'outil en indiquant si cette alerte-là était une véritable alerte ou si on était dans un cas assez exceptionnel, mais malgré tout encore dans l'activité souhaitée par les utilisateurs, enfin souhaitée sur cet utilisateur-là. Et donc l'outil va ensuite affiner son algorithme de recherche et d'analyse pour pouvoir ne plus tenir compte de cette situation particulière pour cet utilisateur-là. Donc l'idée, c'est bien d'identifier les activités à risque, c'est également de corréler et de consolider les différents événements qui vont sortir des habitudes des utilisateurs, évidemment de réduire des faux positifs au maximum, et de souligner les alertes dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on va systématiquement, quand on déclenche une alerte, expliquer la série d'événements qui a déclenché cette alerte, expliquer le niveau de risque associé à l'utilisateur, puisqu'on peut associer des niveaux de risque à ces utilisateurs en fonction des données auxquelles ils ont des permissions d'accès, en fonction de leurs habitudes de travail, s'ils se déplacent beaucoup par exemple. On va pouvoir leur assigner donc des niveaux de risque. Évidemment, les niveaux de risque ne sont pas des... On ne parle pas de catégorisation des personnes, on ne va pas indiquer tiens cette personne est plus risquée qu'une autre, on parle bien du rôle métier de la personne, soyons bien d'accord. Et on va pouvoir donc de cette manière-là déclencher uniquement des alertes qui ont un véritable intérêt. Donc on est capable de diminuer énormément le nombre de faux positifs, et on a un exemple pour une entreprise qui représentait de mémoire 83 000 utilisateurs. Quand même, ouais. On a laissé tourner la solution pendant 2 mois. Ce qui nous a généré 370 millions d'événements de mémoire, et on est descendu à 3 alertes par jour pour lesquelles il y avait une véritable volonté d'investigation. Sachant qu'avec un outil d'alerting classique qui aurait déclenché des alertes, on va dire sur chaque situation un petit peu anormale, on aurait été à 83 par jour. D'accord. Voilà, donc ça peut représenter quand même, voilà, tout à fait. Un indice quasiment, quoi. Donc tout à fait, tout à fait. Voilà. Eh bien, merci Régis pour ce point. Je propose qu'on passe rapidement aux questions parce que je vois l'heure du déjeuner qui approche. Tout à fait. Et que j'imagine que nos lecteurs ont peut-être quelques petites. Alors j'ai quelques petites questions qui effectivement sont apparues sur mon chat, qui sont des questions parce que je comprends assez pratiques. J'ai une question sur, je résume pour aller plus vite, c'est sur les solutions, comment elles sont disponibles. Elles sont disponibles en on-premise, ça s'installe sur un serveur Windows. Alors j'ai une autre question aussi par rapport au cloud, mais je vous laisse répondre déjà sur le on-premise peut-être. Alors, les solutions dont on a parlé effectivement sont disponibles on-premise. Elles s'installent en effet sur des serveurs Windows. Elles sont disponibles en version d'évaluation sur le site Quest, www.quest.com. Évidemment, vous pouvez me contacter directement pour avoir plus d'informations sur comment effectuer des tests de ces solutions. Actuellement, on a des offres SaaS Cloud qui commencent à arriver, mais qui sont spécialisées sur l'environnement Office 365. Donc, par exemple, on a une solution qui va centraliser les logs d'Office 365 et qui, elle, sera une solution purement SaaS. Mais qui sera pour le moment limité à de l'application donc Office 365. Donc tout ce qui concerne uniquement le cloud est disponible en SaaS dans le cloud. Tout ce qui est entre guillemets hybride va être disponible uniquement pour le moment on-premise. Alors j'ai une question toujours pratique d'ailleurs. Alors on n'a peut-être pas été très clair là-dessus. Est-ce que c'est une suite de produits ou est-ce que c'est des produits qui sont packagés séparément? C'est vrai que alors, ce sont des produits. Oui, je comprends tout à fait. En effet, ce sont des produits qui sont, on va dire, commercialisables individuellement. Donc, chaque outil peut être acquis individuellement sans aucun problème. Après, ils peuvent se considérer comme une suite de produits
d'un point de vue technique, puisqu'ils s'interconnectent les uns aux autres de différentes manières en fonction de leur fonctionnalité. Ils peuvent également être considérés évidemment comme une suite de produits commercialement, puisque bien évidemment, si plusieurs de ces outils vous intéressent, commercialement, il y a des facilités financières pour ne pas avoir à payer le prix, bien sûr, individuel de chaque outil. Donc, ce sont des outils qu'on peut acquérir indépendamment les uns des autres, mais on peut aussi les acquérir globalement ou par petite suite. Si deux de ces outils vous intéressent parmi tous ceux qui ont été proposés, bien entendu, c'est également possible avec également des facilités. Donc, tout ceci, on peut en discuter par ailleurs, bien sûr. Alors j'ai une autre question. Est-ce qu'il existe un module qui permet de repérer les données sensibles? La personne fait référence à la RGPD au sein du SI. Alors, on n'a pas de module qui permet de les détecter automatiquement parce qu'on ne croit pas vraiment à cette possibilité-là de détection des données sensibles, notamment, alors c'est encore plus vrai dans le cadre de la RGPD, puisque les données personnelles sont extrêmement vastes. Il est extrêmement difficile de déterminer une donnée personnelle. Je vous donne un exemple, une photographie d'une personne avec le nom qui apparaît sur la photographie, c'est une donnée personnelle. Et ça, c'est impossible à détecter automatiquement. Donc, un outil de détection pourra vous dire, là, vous avez une photo. Après, ce qu'il y a dans la photo, ça va être vraiment très complexe de dire ce que le fichier photo contient. Et de ce fait, comme vous ne pouvez pas vous appuyer complètement sur une solution automatisée, vous allez être obligé d'effectuer le fameux travail dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez devoir vous-même analyser vos flux de données et voir où elles sont stockées et comment vous les traitez, etc. Donc, étant donné que vous allez être obligé d'effectuer l'opération manuellement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'acheter un outil qui va le faire partiellement automatiquement? Voilà. Personnellement, chez Quest, on ne croit pas à ça, donc on préfère ne pas vous proposer de solutions qui ne seraient que partiellement utiles. On préfère vraiment vous proposer des solutions qui répondent complètement à des problématiques. Donc voilà, on n'a pas de solution automatisée. Après, la business unit qui s'occupe de la partie gestion des identités et de la gouvernance des accès chez Quest, qui s'appelle One Identity, dispose d'une solution qui permet de les catégoriser par contre manuellement. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir taguer les données. Voilà, tout à fait. Manuellement, vous allez pouvoir indiquer les fameux tags dont on parlait tout à l'heure, les différents types de données possibles, les différents types de risques sur les données. Donc ça, c'est possible, mais ça reste une opération manuelle. Par contre, une fois ce tag réalisé, on peut traiter les données différemment dans les différents flux de gouvernance éventuellement. Très bien. Alors j'ai une autre question aussi, visiblement, c'est quelqu'un qui a déjà un SIEM et qui pose la question comment ça se positionne par rapport aux solutions, comment les solutions que vous avez présentées, se positionnent par rapport à une entreprise qui a déjà un SIEM en place. Là, on va parler plus spécifiquement de Change Auditor, puisque Change Auditor va pouvoir compléter un SIEM. En fait, un SIEM va collecter les logs natifs et donc, évidemment, se soumettre aux problématiques des logs natifs dont on a parlé, verbeux, très volumineux, incomplet, etc. Donc le SIEM ne peut faire qu'avec ce que les logs natifs proposent. Donc il va être obligé de traiter ce grand volume trop verbeux, incomplet, etc. Donc ce qu'on peut proposer avec Change Auditor, c'est de remplacer pour les applications et les systèmes, donc notamment Active Directory, Exchange, SQL, les serveurs de fichiers CIFS, etc., remplacer le SIEM uniquement pour cette partie-là, sachant que remplacer, excusez-moi, la traçabilité native. Il n'y a pas du tout question de remplacer le SIEM. Ce que Change Auditor va faire, c'est qu'il va générer donc ses propres traces et les transférer vers un SIEM, de façon à ce que le SIEM récupère des traces moins verbeuses, plus complètes, plus concises. Alors, comment il va les transférer? Sur des SIEM, on va dire standard, il a des connecteurs de transfert. Alors, je vais citer quelques marques, Splunk par exemple, QRadar, ArcServe. Donc là, on va être capable de transférer directement les traces vers ces systèmes-là. Pour d'autres SIEM éventuellement que je n'aurais pas cités, à ce moment-là, Change Auditor est capable de générer, en plus de sa traçabilité, on va dire propriétaire, qu'il centralise lui-même, il va être capable de générer des journaux d'événements, des event logs, qui contiendront sa propre traçabilité. Ce ne sera pas la traçabilité native, ce sera ses vraies traces à lui, mais dans un format event log. Et à ce moment-là, n'importe quel SIEM va pouvoir collecter ces informations, donc au travers de la collecte des journaux d'événements. Alors toujours la même personne, et puis on va bientôt s'arrêter parce que l'heure du déjeuner approche. Poser la question sur les plateformes Linux. Est-ce que les solutions présentées prennent bien en compte les plateformes Linux?
Alors, l'outil Intrust est bien capable de collecter des informations de type syslog et donc va tout à fait être capable de collecter, oui, des informations en provenance de systèmes Linux. Alors après, j'ai une autre question d'autres personnes, et puis je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. La taille moyenne en nom d'utilisateur, est-ce qu'on peut parler d'une taille moyenne justement en nom d'utilisateur pour ces offres, ou est-ce que Alors, je vais plutôt vous parler d'une fourchette, fourchette, voilà. une très grosse fourchette, hein, parce que les utilisateurs de ces outils, pour les plus petits, sont à 400-500 utilisateurs. Pour les plus grands, en France, le Vous avez plus parlé de grand 83 000 doit tout à être... l'heure, Non, 83 000, c'est un des exemples. En France, le plus gros doit faire 360 000 utilisateurs. Ah oui, quand même. Et dans le monde, le plus grand doit faire plus de 4 millions D'accord. d'utilisateurs. Ça laisse un peu de marge de manœuvre. Hein. C'est ça. Donc, ce sont des outils qui sont destinés à pouvoir couvrir n'importe quel scope d'entreprise, avec évidemment des architectures qui vont être adaptables. On n'a pas la même architecture pour 500 utilisateurs que pour 360 000, bien sûr, mais c'est l'idée, c'est que ces outils puissent s'adapter à l'environnement de l'entreprise, aux plus petites comme aux plus grandes. Et puis, j'imagine que oui, mais je préfère poser la question. La même personne te demande si vous proposez des sessions de formation en ligne sur l'offre, sur votre offre. Donc, je pense que sur Alors, votre site. on propose, oui, bien sûr, des présentations sur ces outils. On propose des présentations, on va dire, avant-vente. On propose aussi, bien sûr, des formations pour les utilisateurs. Ces formations pouvont exister également pour des partenaires. Donc, si la personne travaille pour une société de service, par exemple, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, on pourra la mettre en relation lien, hein, sur le site web qui s'appelle le Partner Circle, et en relation effectivement avec les personnes qui s'occupent de ce genre de choses pour lui proposer diverses possibilités de formation. Et bien sûr, pour les utilisateurs de ces solutions, oui, on propose des formations, que ce soit en ligne ou que ce soit même sur site, tout est possible. Très bien. Bah, écoutez, je propose qu'on conclue là-dessus. À l'écran, il y a votre mail, hein, Régis, régis.press.com. Donc, nos lecteurs qui souhaitent, comment dirais-je, vous contacter sont évidemment les bienvenus. S'ils ont des questions complémentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Vous êtes sur LinkedIn pour ceux qui souhaitent utiliser LinkedIn. Hein, voilà. Tout à fait. Je remettrai vos coordonnées LinkedIn dans la présentation finale. Parce que quand j'ai une question sur la disponibilité de la présentation, je voulais juste préciser à nos participants qu'ils recevront d'ici 24 heures, 48 heures un lien pour télécharger l'enregistrement de la présentation, hein, donc avec les commentaires audio, y compris la session de questions-réponses, qui n'est pas toujours le cas dans ce genre d'événement. Donc là, ils auront l'intégralité du package, si on peut dire. Et puis encore une fois, ils ont vos coordonnées, donc s'ils veulent aller plus loin, ils sont évidemment les bienvenus. Et ben, je voulais évidemment remercier tout le monde parce que vous étiez, à ma foi, fort nombreux ce matin à être avec nous. Régis, encore merci de votre participation. Merci Jean-François. Peut-être à une autre édition sur Informatique News pour un nouveau webinaire. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir.